D'abord, merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous pour le lancement donc, de cette première conférence. Vous avez vu que Sciences Po Alumni vient d'ouvrir un site dédié qui s'appelle Élysée 2022, dans lequel nous allons... Ah, très bien. D'où l'importance de la régie. Alors, attendez, sinon je vais prendre autre chose. Il y a des micros qui sont rouges. Oui, les micros sont rouges. Non, pas celui-là. 1, 2, 3, ça marche? Oui. Bien, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour le premier événement de la série que nous venons de lancer à Sciences Po Alumni, Élysée 2022, dans lequel nous allons nous efforcer de se donner collectivement des clés pour comprendre la prochaine élection présidentielle d'avril 2022, à partir de 5 grandes conférences. Celle-ci est la première, dans laquelle on mêlera les regards d'analystes et d'acteurs. Sur le site, vous avez vu qu'il y avait déjà un podcast consacré aux primaires, ou du moins à ce qu'il en reste dans la vie politique française pré-présidentielle. Toute une série de podcasts et d'analyses audio vont ponctuer toute la campagne, la pré-campagne et la campagne jusqu'à fin avril 2002. Et nous consacrerons également un numéro entier d'Émile à l'élection présidentielle avant l'élection présidentielle. Alors, cette élection présidentielle est la 11e d'une série entamée en 1965 avec la première élection d'un président par le peuple, par le suffrage universel en 1965, sous la Ve République, parce que n'oublions pas qu'il y en avait eu une déjà sous la Seconde République, en décembre 1848, qui avait laissé un tellement mauvais souvenir dans la tête de certains républicains que nous n'avions pas osé faire revenir l'idée d'une élection présidentielle au suffrage universel direct. Même le général de Gaulle à Libération, dans son discours de Bayeux, ne prévoyait pas une élection du président par la souveraineté populaire. C'est la 11e élection présidentielle, mais elle a une originalité. Jamais une élection présidentielle n'a été organisée en période d'épidémie ou de pandémie. Nous n'avons aucune élection présidentielle qui, de près ou de loin, puisse se rapprocher de l'élection que nous allons connaître en avril 2022. Et non, nous avons voulu, ce soir, commencer donc la réflexion par cette originalité radicale de l'élection de 2022 par rapport à toutes celles qui l'ont précédée. Même si, d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'il y avait eu déjà une élection assez liée à la crise, c'était l'élection présidentielle de 1969, qui venait à peine un an après la crise de mai 1968, qui avait été une grande turbulence économique, sociale, politique. Et d'ailleurs, cette élection de 1969 avait créé pas mal de surprises. Et déjà, par exemple, on avait une grande famille de l'opinion publique, la gauche, qui n'était pas au second tour de l'élection présidentielle de 1969. Donc peut-être que 2022 va nous réserver des surprises du même type. Alors je voudrais d'abord vous présenter les 4 intervenants qui ont accepté de participer à cette réflexion en commun. Mathias Vargon, médecin urgentiste, chef de service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Anne Muxel, directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, et qui vient de sortir un livre directement en résonance avec ce dont nous allons parler ce soir, L'autre à distance, aux éditions Odile Jacob, et ce que la pandémie fait à l'intime. Et elle dédicacera, pour ceux que ça intéresse, son livre à l'issue de cette conférence. Pierre-Henri Tavoileau, philosophe, président du Collège de philosophie,
et qui a sorti, je crois, l'année dernière, hein, c'est ça, chez d'ailleurs Odile Jacob également, Comment gouverner un peuple roi. Hein. Et à ma gauche, Laurence Rossignol, sénatrice, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. Alors, ce que je vous propose, c'est que, avant que l'on discute avec la salle, c'est de réfléchir d'abord demander à Mathias Wargon, qui est l'homme de l'art du côté médical, de nous dire ici et maintenant, aujourd'hui, quelle est sa perception de l'évolution de la pandémie et d'un éventuel renforcement des mesures dans le cadre d'un redémarrage apparemment vif et vigoureux, et même très vigoureux dans certains départements, de l'épidémie. Et puis ce point empirique fait, je vous propose qu'on réfléchisse autour de 4 thèmes. D'abord, l'impact général en termes d'exercice du pouvoir. N'importe qui constate en effet que l'exercice du pouvoir sous la Ve République, déjà extrêmement centralisé, présidentialisé, depuis plus d'une décennie, on parlait d'hyperprésidence, on parlait des effets du quinquennat sur le rôle du président de la République, mais là, on a véritablement l'impression qu'on est arrivé, je ne sais pas, à une sorte de point d'orgue du renforcement du pouvoir du président de la République et, comment dire, de déséquilibre assez profond, hein, au sein même de la structure du pouvoir, dans les rapports entre le pouvoir exécutif, la diarchie au sein du pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Hein, on a l'impression que les lignes se sont assez profondément déplacées. Est-ce que c'est un effet de conjoncture? Est-ce que cet effet de conjoncture peut devenir un effet de structure? Bon, à mon avis, il y a là des questions, hein, qu'on peut se poser légitimement. Deuxième réflexion que je vous propose, c'est l'impact en termes d'enjeux. Une élection présidentielle, vous savez, on dit de plus en plus aujourd'hui que les électeurs se déterminent de moins en moins en fonction de leurs caractéristiques sociales, ce qui est à moitié vrai, mais pas complètement faux, et que donc le vote est de plus en plus ce que nos amis américains appellent un issue voting, un vote sur enjeu. Et les enjeux, on s'aperçoit quand on regarde toutes les enquêtes depuis quelques mois, les enjeux bougent. Hein, et nous n'avons en tout cas jamais connu une élection présidentielle qui a promu aussi haut l'enjeu de la santé publique. Est-ce que là aussi c'est un phénomène durable? Qu'en pensent les analystes et les acteurs de cette possibilité que l'on assiste à une élection présidentielle? Ça dépendra aussi de l'épidémie, dans lequel l'enjeu de la santé publique devienne un enjeu extrêmement fort, extrêmement discriminant, et mettent d'autres types d'enjeux sociétaux, économiques, non pas, j'allais dire, en position marginale, mais en ordre 2, 3 ou 4. Troisième question. On le voit bien avec d'autres élections, certes qui n'ont pas l'importance de l'élection présidentielle, l'impact sur la participation de cette affaire est gigantesque. Gigantesque, hein, particulièrement auprès de certaines tranches d'âge. Il faut rappeler tout de même qu'aux dernières régionales, c'est 83%, je crois, et même peut-être même plus, 85% des 18-24 ans qui se sont abstenus. C'est-à-dire là, on atteint des pourcentages d'abstention littéralement phénoménaux. Et on sait très bien, tous les indicateurs fragiles, mais que l'on utilise depuis tout de même maintenant plus d'une décennie pour prévoir la participation, sont tous, sans exception, à la hausse et en moyenne de 10 points à peu près. Vous voyez, ce n'est pas des hausses de 2 points, 3 points, c'est des hausses apparemment aujourd'hui de 10 points. Hein, donc on pourrait avoir, si le phénomène perdurait jusqu'à fin avril, une hausse de l'abstention qui serait extrêmement importante et qui peut changer assez radicalement les équilibres politiques. Parce que certaines forces politiques sont beaucoup plus sensibles que d'autres, hein,
assez poussée abstentionniste, étant donné le profil de leur électorat qui est plus tourné vers l'abstention que d'autres. Et puis enfin, je vous propose de terminer par l'impact en termes d'orientation des choix. Est-ce qu'au fond, cette pandémie, dont certains disent qu'elle a provoqué des changements anthropologiques, est en train de nous changer en tant qu'électeurs? Est-ce qu'elle est en train de nous changer en tant qu'électeurs? Quelle est la part du vote sanction et du vote de soutien? On voit bien que certaines forces politiques cherchent, contre le président sortant, à capitaliser sur un vote sanction, alors que la majorité et ses alliés cherchent à, au contraire, organiser un soutien, en particulier en retenant la dernière phase, plus heureuse que la première phase, des politiques publiques menées par le pouvoir vis-à-vis de la pandémie. Est-ce que cette pandémie va voir ou non un cumul des crises, c'est-à-dire une crise sanitaire qui déboucherait sur une crise sociale? On voit bien qu'il y en a, en particulier sur certains territoires. Regardons ce qui se passe chez nos amis guadeloupéens et martiniquais, et sur une crise politique. Est-ce qu'on va assister à cette confluence des crises ou au contraire, est-ce que l'on va avoir une élection présidentielle, j'allais dire, dans une conjoncture qui ne sera pas excessivement tendue? Il est bien trop tôt pour répondre, mais vous voyez bien que selon que l'on va vers un schéma ou vers l'autre, là aussi, les résultats peuvent être extrêmement différents. Donc, voilà un peu les lignes de la réflexion commune que je vous propose d'avoir. Et comme je l'avais dit, Mathias Wargon, si vous voulez donner un point d'information sur votre perçu de la pandémie, nous sommes tout oui. Je ne sais pas si ce micro marche. Non, hein, il n'est pas allumé. Si. Prenez ça. Il est allumé. Vous m'entendez? De mes restes de représentants étudiants, j'ai peut-être pas besoin de micro dans les amphis, en fait. C'était il y a très longtemps, mais... ouais, non, mais ça va aller. Donc... En fait, j'avais pas besoin. Donc, juste deux choses avant. La première chose, c'est que moi, je déclare toujours mes conflits ou liens d'intérêt. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt avec le ministère de la Santé. Par contre, je suis quand même marié à une des ministres de ce gouvernement. Voilà. Ce qui n'implique rien sur mes opinions. Et deuxièmement, je suis, sur ma partie scientifique, spécialiste de la prédictibilité et la prédiction de l'activité des services d'urgence. C'est pour ça que je me garde bien, depuis le début de l'épidémie, de faire aucune prédiction. Je fais partie de board à l'ARS sur les outils de prédiction des besoins en lit, par exemple. Alors, pour ce qui est de l'épidémie, actuellement, en fait, on a un regain d'épidémie. On est à 20 000 cas par jour environ, en tout cas hier. Plus 20 000 cas, ce qui est beaucoup, ce qui est difficile à déterminer parce que, comme vous le savez, on a une diminution des tests, puisqu'une partie de ces tests n'est plus remboursée. Les tests PCR, les tests antigéniques ne sont pas d'assez bonne qualité pour pouvoir se baser dessus. Et ces tests PCR, en fait, les gens ne comprennent pas bien quand ils sont remboursés, quand ils ne sont pas remboursés. Et donc, c'est difficile de se baser sur ces chiffres-là, en fait. Les chiffres durs, ce sont en fait les hospitalisations. D'autant plus que sur les tests PCR, on ne sait pas le statut vaccinal des gens. Et donc, on ne sait pas si ça touche les vaccinés, les non-vaccinés, et quel impact ça va avoir. Et en fait, on l'a vu depuis le début de l'épidémie, l'impact, il est sur les hospitalisations. Si le Covid, c'était juste une grippe, on n'aurait pas une épidémie mondiale aussi grave. Et donc, on voit que sur les hospitalisations, on a une augmentation franche du nombre d'hospitalisations, à la fois dans ce qu'on a appelé les soins critiques, réanimation et soins continus, et dans ce qu'on a appelé l'hospitalisation conventionnelle, ce qui est l'hôpital en dehors des soins critiques. Alors, sur la région Île-de-France, ça monte. Alors, je crois que c'est plus 33%. Alors, il faut se méfier des pourcentages, parce que ce n'est pas la même chose quand on parle de 500 patients que de 50 patients. 33% sur 500 patients, si je ne me trompe pas, c'est environ 150 patients. Sur 50 patients, c'est 15 patients, et ça n'a pas du tout le même impact sur nos réanimations. Moi, dans mon hôpital, la réanimation Covid, c'est-à-dire un tiers de notre réanimation, elle est pleine.
Par contre, notre non-Covid n'est pas plein. Voilà. Mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce que l'ARS fait depuis le début, c'est-à-dire que dans chaque hôpital, on a des paliers. Nous, on est à peu près à notre palier 1, ce qui n'est pas très, très grave. L'impact qu'on va avoir, on ne le sait pas encore, puisque ça va dépendre des vaccinés, de l'âge des gens touchés. Et donc, c'est très, très difficile de faire des projections, sachant qu'on a bien vu ce qui s'est passé avec la bronchiolite. Vous avez beaucoup entendu parler de la bronchiolite il y a 3 semaines. Les vacances ont cassé la bronchiolite. Je ne sais pas si ça va remonter ou pas. Et on était tout à fait dans le drame. Donc ça, c'est la partie épidémio du Covid. Et bien malin, celui qui peut faire des projections. Pour assister à des projections mathématiques, il suffit que le R, et maintenant que tout le monde est spécialiste en épidémiologie, tout le monde sait ce que c'est qu'un cluster, et tout le monde sait ce que c'est que le R. Alors, je vais le répéter pour ceux qui n'avaient pas bien suivi depuis 2 ans. Le R, c'est le taux de reproduction du virus. Quand il est inférieur à 1, quelqu'un de malade le transmet à moins d'une personne, et donc le virus s'éteint, enfin on espère. Et quand le R est supérieur à 1, on le transmet à plus d'une personne. Donc c'est des moyennes, parce que quand il est à 1,2, comme on l'estime en ce moment, on ne le transmet pas à 0,2 personnes, ça n'existe pas. Et donc quand il est supérieur à 1, le virus s'étend. Là, actuellement, on estime le R à 1,2, donc il s'étend. Mais encore une fois, ça va dépendre de son impact et de la gravité. Et alors, on découvre des variants tous les jours, et là, on est sous un sous-variant Delta. Et puis, ça va dépendre aussi de l'impact de la 3e dose. Alors déjà, il faudrait que les gens soient vaccinés à 2 doses, ce qui n'est pas le cas pour 10% de la population environ, notamment chez les personnes âgées. Et puis, on va avoir aussi ceux qui vont être vaccinés à 3 doses. On sait que la 3e dose, en tout cas chez les personnes à risque, elle est efficace et elle diminue. Alors, il n'y a pas énormément d'études, et hélas, pour l'instant, il y a des études sur des soignants en Israël, et ça a montré un impact réel et un impact non pas à 2 semaines, comme on le disait auparavant sur les doses précédentes, mais à 2 jours. Donc ça peut casser l'épidémie, et donc ça va dépendre de cet impact. Et puis, est-ce qu'on aura un confinement ou pas? On voit qu'il y a des pays qui sont autour de nous, qui n'ont pas tellement confiné et qui maintenant confinent. Alors, évidemment, à la caricature, c'est l'Autriche, mais l'Allemagne aussi pense à confiner. On a remis des passes sanitaires. La Suède, dont les complotistes nous ont rebattu les oreilles pendant 2 ans, met en place un pass sanitaire. Et on parle de Suédois qui n'avaient pas besoin de confinement et de pass sanitaire. Donc on voit bien que, à nouveau, tout le monde se braque avec la peur d'une crise auquel se rajoute, et ça va avoir un impact, je pense, sur les élections, la crise, non pas de l'hôpital, mais de tout le système de santé. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce qu'on en a pas mal parlé, alors, notamment sur les réseaux sociaux, de ce qu'on appelle les DGS urgents, qui sont tellement urgents qu'on en reçoit tous les jours. Donc, il y a un proverbe qui est chez les urgentistes qui dit que quand tout est urgent, plus rien ne l'est, ou qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Vous y penserez la prochaine fois que vous serez aux urgences. Et donc, la DGS nous a quand même envoyé un DGS urgent la semaine dernière qui explique que, à cause de l'épidémie, mais ce n'est pas que à cause de l'épidémie, il y aura la grippe aussi. Il va falloir faire des plans blancs dans les hôpitaux. Les plans blancs, c'est quoi? C'est empêcher les gens de partir en vacances. Et puis, il va falloir réquisitionner des gens et peut-être même réquisitionner des médecins libéraux pour aller dans les hôpitaux. Ce qui n'est pas possible, légalement, ça va être très compliqué. Donc, ça montre un peu la panique, il n'y a pas d'autre mot, du ministère, de la direction de la DGOS, de l'offre de soins, et de la DGS, la santé, puisque c'était signé à la fois par le directeur de la DGS et par la directrice de la DGOS. Et on voit bien que c'est une panique, et l'idée qu'une nouvelle vague de Covid, si elle est un peu forte, va fracasser ce qui reste de l'hôpital, ça va forcément, et du système de santé derrière, ça va forcément avoir un impact, mais on en reparlera après, je pense, dans les enjeux, ça va forcément avoir un impact sur le reste de la campagne. Bien. Merci beaucoup de ce point d'information qui nous permet d'y voir plus clair et qui montre, étant donné l'importance... Allô, 1, 2, 3. C'est bon. Étant donné l'importance éventuellement de la 5e vague, c'est un événement qui pourrait devenir un événement lourd, comme on dit, ayant un impact direct
sur l'élection présidentielle et sur celles et ceux qui sont en responsabilité de la mise en œuvre des politiques publiques pour endiguer cette affaire. Ce que je vous propose, c'est que maintenant nous rentrions dans le premier thème avec peut-être Laurence Rossignol sur, au fond, à partir de votre point de vue, vous qui êtes à la fois parlementaire mais qui avez été en responsabilité en tant que ministre, quel est le regard que vous portez sur l'impact de cette épidémie en termes d'exercice de pouvoir et sur la manière dont elle a été gérée par le pouvoir en place? Merci, bonsoir. Je vais peut-être pour répondre à votre question, faire deux remarques. Moi, j'observe ça du point de vue de l'exercice parlementaire et des rapports entre l'exécutif et le législatif. Avant même la crise sanitaire, les rapports entre l'exécutif et le législatif ne sont pas très fluides, vais-je dire. Du moins, vu de la place que j'occupe, c'est-à-dire vu du Sénat, qui est d'un certain point de vue la chambre la plus intéressante, puisque la chambre à l'Assemblée nationale est très majoritairement composée de députés de la majorité présidentielle, dont les marges d'initiative parlementaire sont restreintes, comme ça arrive assez fréquemment d'ailleurs dans notre système électoral. Mais le Sénat est composé des deux oppositions, en fait, l'opposition de droite, qui est majoritaire au Sénat, et l'opposition de gauche, qui est également présente au Sénat. Dès avant la crise sanitaire, on observe que les liens entre l'exécutif et le législatif se distendent. C'est-à-dire que les parlementaires considèrent que le législatif n'est pas bien traité dans cette mandature. Ça s'évoque par plusieurs phénomènes. On peut faire une analyse un peu sociologique. Le fait que beaucoup de ministres n'ont jamais été parlementaires auparavant. Le président de la République n'a pas été parlementaire. Alors, le Premier ministre, à l'époque, a été Édouard Philippe, mais aujourd'hui, nous avons le Premier ministre non plus, qui n'a jamais été parlementaire. Je crois que c'est assez inédit dans la Ve République d'avoir un président et un Premier ministre qui n'ont aucune expérience parlementaire. Et qui, déjà, avant la crise sanitaire, on a un peu l'impression que le Parlement est une espèce de formalité. Une formalité à laquelle il faut se résoudre, mais que le Parlement n'est pas vécu comme étant le cœur de la représentation nationale, de la souveraineté. Et en fait, le Parlement n'est pas vécu comme étant là où s'élabore la loi et l'exécutif étant supposé la mettre en œuvre. Le Parlement est vécu comme étant une chambre d'enregistrement de l'exécutif. Et puis, la crise sanitaire arrive, et de ce point de vue-là, il y a plusieurs remarques à faire sur la manière dont la crise sanitaire a joué sur le fonctionnement du Parlement. D'abord, une remarque presque, j'ai envie de dire, technique. C'est la manière dont les parlementaires ont accepté de restreindre leurs droits. Puisque assez vite, on en passe dès le mois de mars 2020, on passe à ce qu'on appelle une jauge restreinte à ce moment-là. Alors j'avais les chiffres, je crois que c'est à l'Assemblée et au Sénat, on siège en gros à un tiers des parlementaires présents dans l'hémicycle. Et puis on ne peut pas, comme le Parlement n'est pas un endroit où on peut substituer au présentiel du distanciel, parce qu'on ne peut pas voter la loi sous forme distancielle. Un certain nombre de réunions s'organisent en distanciel, tout ce qui est audition, un peu les réunions de commission, mais de manière un peu compliquée. Et en revanche, pour ce qui est des réunions de commission et surtout de l'hémicycle, il n'est pas possible d'exercer son droit parlementaire autrement qu'en étant présent physiquement. Mais les bureaux des deux assemblées décident que seul un tiers des parlementaires pourront siéger. Les parlementaires l'acceptent. C'est assez intéressant parce qu'on a toujours dit attention, c'est possible parce qu'on est d'accord. Mais du jour où on ne serait plus d'accord, rien ne peut empêcher un parlementaire d'exercer son droit de parlementaire. Et en particulier, si on avait voulu être 300 à rentrer dans l'hémicycle, on était 300 à rentrer dans l'hémicycle. Il n'y avait aucune possibilité
de l'empêcher à ce moment-là. Donc les parlementaires ont eux-mêmes accepté de renoncer à une partie de leur souveraineté, de l'exercice parlementaire. Ça, je pense que c'est important à avoir ça en tête, parce que d'un certain point de vue, ça faisait totalement écho à ce que vivait la population, où les gens se sont mis à accepter de se rédiger pour eux-mêmes des autorisations de sortie qu'ils faisaient bien consciencieusement. Donc tout le monde a accepté de restreindre ses libertés publiques ou les libertés d'aller et venir. Et puis la deuxième chose qui s'est produite, c'est pendant la crise sanitaire, c'est une dérive qui a commencé avec la loi sur l'urgence sanitaire, puisque en mars 2020, quand le gouvernement veut prendre un certain nombre de mesures liées à l'urgence de la crise sanitaire, il dispose déjà de plusieurs outils législatifs, de loi de 55, un certain nombre de lois qui prévoient des états de crise et qui prévoient aussi les délais dans lesquels le Parlement doit être de nouveau saisi des mesures prises en application de la crise. Et le gouvernement décide de créer un état d'urgence sanitaire spécifique, alors qu'il aurait pu tout à fait s'insérer dans les cadres législatifs existants. Et ce qui caractérise cet état d'urgence sanitaire spécifique créé en mars 2020, c'est que, alors que c'est 12 jours le délai pendant lequel le gouvernement peut agir sans revenir devant le Parlement quand il s'agit de l'état d'urgence, et là c'est 1 mois de délai accordé au gouvernement sans revenir devant le Parlement pour voter des mesures qui sont des mesures qui portent incontestablement atteinte aux libertés fondamentales, fussent-elles jugées nécessaires et acceptées, y compris par le Parlement lui-même. Donc là, on a quelque chose qui commence à se dessiner. Et puis après, on a une très grande part prise par les ordonnances dans la manière de légiférer. C'est-à-dire que le gouvernement légifère constamment par ordonnance. Il vient au Parlement proposer des lois d'habilitation à légiférer par ordonnance. Donc on a là quand même un dessaisissement du pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif par l'intermédiaire des ordonnances. Et puis peut-être pour ne pas être trop longue sur cet aspect et conclure, la demande, enfin c'est même pas une demande, c'est que la décision qui a été prise par le gouvernement et l'Assemblée nationale de proroger le pass sanitaire jusqu'à juillet 2022, c'est-à-dire pour une durée extrêmement longue, me semble, enfin, est à mes yeux le paroxysme de cette dérive. Parce qu'il était possible de voter une prorogation du pass sanitaire pour 3 mois, 4 mois. Voilà, il y avait d'autres échéances possibles. Mais le fait de choisir, je crois que ça fait 7 ou 8 mois, sans reconvoquer le Parlement pour le pass sanitaire, est à mon sens la mesure la plus emblématique du dessaisissement du Parlement, ou de la manière dont on a dit de manière un peu plus triviale, la manière dont le gouvernement enjambe le Parlement à chaque échéance. Voilà ce que peut-être je pourrais dire pour ne pas être trop longue sur cette période. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Pierre-Henri, si tu le veux bien. Toi qui as le regard du philosophe sur le pouvoir, quel est le diagnostic que tu portes sur la période que nous venons de vivre et sur ces états d'urgence répétés? Bon, la France n'est pas le seul pays. Il y a d'autres pays qui ont connu des états d'urgence ou parfois des états d'exception. Il y a un rapport qui vient de sortir chez Notre Europe qui est assez intéressant, qui jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les différents pays. Et en effet, une immense majorité a eu recours à l'urgence ou à l'état d'exception. Mais au fond, quand l'urgence est aussi répétée, est-ce que ça n'affecte pas la nature même du pouvoir? Je pense pour bien comprendre la situation, il faut parler des 2 crises à la suite. La crise des Gilets jaunes, qui était une demande d'horizontalité du pouvoir, et la crise de la Covid-19, qui est une demande au contraire de très grande verticalité. Dans les crises, il faut des
des commandants de bord, alors peut-être excessifs, mais en tout cas, on a eu, avec une temporalité extrêmement restreinte, deux exigences qui montaient massivement. D'un côté, plus d'horizontalité, les référendums, l'initiative populaire, et de l'autre côté, au contraire, on veut des chefs, des gens qui soient aux commandes, alors qui prennent des bonnes décisions, cela dit. Et c'est vrai qu'à partir de là, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos institutions. Ça prouve que nos institutions peuvent répondre correctement. Elles ont tenu dans des deux crises qui sont des deux crises relativement inverses. Ça sera la première remarque. La deuxième remarque, c'est en effet une revalorisation de l'art politique. C'est-à-dire que la démocratie a toujours le fantasme d'une sorte de pilotage automatique de la cité, où on ne décide jamais. On fait confiance au process, il y a l'administration, il y a les contraintes économiques et sociales, et donc on peut laisser couler les choses. Au fond, la décision est quelque chose de toujours très difficile. Pourquoi ? Parce qu'en politique, en général, on ne décide jamais entre la bonne et la mauvaise option, mais toujours entre la mauvaise et la pire, ce qui demande toujours un peu de courage, et ça produit des gens qui sont insatisfaits. Donc la démocratie est souvent, et le leader démocrate, même d'ailleurs les assemblées, sont toujours un peu réticentes à décider, parce qu'on sait que de toute façon, nous aurons des mécontents, et comme on sait, mais les mécontents, même peu nombreux, sont ceux qui font le plus de bruit. Et j'allais dire, moins ils sont nombreux, plus ils font de bruit. C'est la tyrannie des minorités actives. Donc la revalorisation de l'art politique, parce que je crois que chacun d'entre nous a compris, ça me fait penser à la phrase de Churchill, alors c'était pendant la guerre, mais après tout c'était aussi une crise. Il disait « Je dois décider avec un tiers des informations incomplètes, un tiers des informations contradictoires et un tiers des informations qui sont fausses ». Voilà. C'était un peu la situation, disons, au début de la crise. Progressivement, les informations arrivaient, mais voilà, on était quand même dans une situation d'incertitude importante. Et il me semble, malgré tout, même si on râle tous et même si on est tous des spécialistes de la question désormais, que chaque citoyen a pu prendre en compte, en considération cette complexité de la décision. Et j'allais dire, personne n'aurait souhaité dans cette crise être à la place de ceux qui les prenaient les décisions, je crois. En toute honnêteté, en tout cas, même si sur les plateaux télévisés, chacun disait je ferais bien mieux à leur place, bien sûr. Bon. Mais en toute bonne foi, on ne pouvait pas souhaiter être à leur place. Le troisième point, c'est que il me semble qu'on a malgré tout manqué quelque chose dans cette affaire. Et alors là, je trouve que le Parlement a malgré tout une responsabilité dans cette opération. Évidemment, il n'a pas été consulté, il a été relativement assez largement méprisé, je partage tout à fait votre analyse, mais il ne s'est pas saisi suffisamment de ce qui relève de son rôle, le rôle de l'examen de ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire de l'examen scrupuleux de la séquence qui venait de se passer, en examinant les décisions les unes après les autres de manière rigoureuse, et en faisant un rapport assez vif. Alors il y a eu des choses, il y a eu des commissions, hein, je n'ignore pas, mais ces commissions n'ont jamais eu, disons, le caractère un peu acerbe, un peu méchant qu'on peut trouver dans les commissions dans les pays anglo-saxons, que ce soit au Sénat, aux États-Unis ou même au Parlement en Angleterre, où là on dit les choses, on se prépare, on regarde les choses les unes après les autres, l'organisation des systèmes, et cette reddition de comptes, à mon avis, a eu lieu pour une part, mais n'a pas assez vigoureuse, ce qui laisse penser aux citoyens bien souvent qu'au fond, voilà, les mêmes erreurs sont refaites et qu'on les refera encore une fois, et que tout ça est un flux de décisions qui n'a absolument aucun contrôle démocratique. Ce pourquoi d'ailleurs ça débouche sur des contrôles judiciaires, alors là, totalement délirants, c'est-à-dire de faire des procès à des ministres et l'espèce d'action totalement démagogique de dire on va se venger. La reddition des comptes, en l'occurrence, en démocratie, ce n'est pas le fait de se venger, parce que ça ne sert à rien. Une reddition démocratique des comptes, c'est de faire en sorte qu'on examine une séquence de décisions, on voit ce qui a dysfonctionné et on essaye d'améliorer les choses. La reddition des comptes sert à l'intérêt général, ne sert pas aux petites vengeances particulières, qui n'a aucun sens du point de vue de l'intérêt collectif. Et je trouve que de ce point de vue-là, le Parlement aurait pu... Alors l'Assemblée, je voyais que c'était difficile, et bon, elle est très responsable, il y a certaines voix qui se sont exprimées, mais le Sénat a été sans doute l'Assemblée qui a le plus fait ce travail, mais peut-être pas assez vigoureusement. Il a le pouvoir d'organiser des commissions. Philippe Bas en a fait une qui a bien fonctionné, mais à mon avis, trop faiblement.
peut-être trop faiblement médiatisée, trop faiblement vigoureuse. Laisser parler le professeur Raoult, c'est très intéressant, mais voilà, il faut lui poser des questions, il faut le mettre un peu dans ses retranchements, il faut que les gens préparent, que les sénateurs et les députés préparent les choses, voilà, qu'on ait le sentiment que le dossier a été instruit, quoi, et que médiatiser la chose pour que les citoyens se disent, oui, il y a des gens qui contrôlent les choses. Là, je trouve que ça a été défaillant, personnellement, et je trouve que c'est un des problèmes majeurs de notre démocratie, c'est que cette séquence de reddition des comptes, indispensable, ne se fait pas de manière correcte. Personne ne l'a fait vraiment rigoureusement, un peu la Cour des comptes, mais c'est fragmenté. L'Assemblée pas assez, et je trouve que c'est une des faiblesses majeures que l'on ressent d'ailleurs dans cette perte de confiance des citoyens à l'égard des politiques. Merci Pierre-Henri. Alors Anne Muxel, tu as dans ton dernier ouvrage, L'autre à distance, travaillé sur ce changement fondamental, quasi anthropologique, qui est ce que tu appelles la mise de l'autre à distance, hein, la manière dont la pandémie a créé dans l'intimité, dans la sphère privée, une distance qui ne semble pas, après la période la plus vive de la pandémie, pouvoir se refermer aisément et qui va laisser certainement des traces. Est-ce que, au fond, cette analyse de l'autre à distance dans la sphère privée, tu pourrais l'étendre à l'autre à distance dans la sphère publique également, et dans la sphère politique? C'est une question. C'est une question difficile, effectivement. Est-ce que je suis là pour ça. Bon. Alors, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le rapport des citoyens à la politique, sur les formes de politisation, et notamment dans les jeunes générations. Mais c'est vrai qu'en faisant ce livre-là, parce que la pandémie m'a interpellée, comme sûrement beaucoup d'entre vous, tout le monde, et j'ai voulu en apprécier les conséquences, effectivement, au plan de l'intime, hein, c'est-à-dire au plan de la façon dont cette obligation de distanciation sociale, physique, bon, on peut discuter de ces mots, c'est les conséquences de cette distanciation sur les conditions de l'altérité. Alors l'altérité dans le cercle de la vie privée, de la vie intime. On a tous fait l'expérience de la façon dont cela avait pu modifier les rapports avec nos proches. Nos proches les plus proches même, puisque souvenez-vous de cette recommandation des autorités sanitaires qui passait et du gouvernement donc qui passait en boucle sur les ondes et les chaînes de télévision: si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop. Donc c'était d'une certaine façon une injonction paradoxale, une injonction contradictoire qui a pu bousculer, déboussoler nos habitudes, en tout cas d'être avec les autres, d'exprimer l'affection, l'amour, la proximité, la confiance aussi dans l'univers du cercle des proches. Et donc cette altérité, en tout cas dans la sphère privée, a été bousculée. Elle l'a été aussi dans la sphère publique, puisque cette distanciation sociale a été très clairement établie par des distances dans l'espace public, par des interdits, par des nouvelles restrictions, par une réduction de notre mobilité, hein, les confinements, l'interdiction de voyager, l'interdiction de circuler. Notre temps lui-même était modifié. Hein. Rappelez-vous, on a un peu tendance à l'oublier, mais pendant le premier confinement, on ne pouvait pas sortir plus d'1 heure par jour, ni aller plus d'1 kilomètre. Ce sont évidemment des situations dont nous n'avions plus du tout l'habitude. Et probablement que cela a laissé des traces qui s'inscriront probablement durablement dans nos mémoires personnelles, dans nos mémoires collectives aussi.
Et donc, dans l'espace public, il n'y a qu'à voir la salle aujourd'hui, et nous on en fait l'expérience tous les jours, et je devrais sans doute mettre mon masque à la tribune, mais voilà, nous nous voyons visage à moitié seulement découvert. Donc tout cela reconfigure en fait notre façon non seulement d'être en lien avec les autres, mais aussi reconfigure, je pense, la façon dont nous voyons nous-mêmes dans cette relation aux autres. Donc, je suis partie de cette idée en faisant effectivement une enquête et en utilisant beaucoup tous les travaux des scientifiques, mais aussi des philosophes, des journalistes qui ont aussi beaucoup apporté à la connaissance pendant cette période de la pandémie pour mener cette réflexion. Alors, de l'intime au politique, de la sphère privée à la sphère publique, quelles conséquences, quels liens par rapport à cette élection présidentielle qui se dessine. Alors, il me semble que l'incidence, en tout cas, elle apparaît assez évidente, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement encore de la défiance démocratique qui a saisi nos sociétés, nos régimes démocratiques depuis maintenant de nombreuses années. Et donc cette défiance généralisée, puisqu'elle a même entamé nos relations dans nos cercles proches, probablement qu'elle aura des répercussions aussi sur la sphère politique. Donc la confiance politique me paraît encore plus malmenée par la crise et par la crise sanitaire. Et on l'a vu très malmenée, notamment puisqu'on se souvient tous des premiers temps de la pandémie où il y avait vraiment un manque de confiance politique face à des consignes qui n'étaient pas très claires, face à un manque de moyens, manque de masques, manque de gel hydroalcoolique, manque de beaucoup de choses, de discours incohérents. Bref, il y a là eu, dès le début de la crise sanitaire, sans doute une gestion de l'urgence et une impréparation peut-être face à une situation qui a sans doute entamé encore un peu plus, si c'est possible, la confiance des citoyens envers les politiques. Autre incidence, la participation, une incidence sur la participation électorale. Alors, ça a été mesuré, rappelé tout à l'heure par Pascal. En tout cas, les élections qui ont eu lieu au moment de la pandémie, c'était les municipales. Ensuite, il y a eu les régionales. Et bien, ces élections ont enregistré des taux d'abstention encore plus élevés que d'habitude. Mais on est quand même là aussi sur un mouvement d'augmentation, sur une dynamique d'augmentation de l'abstention qui n'est pas nouvelle, qui est à l'œuvre depuis maintenant une trentaine d'années. Nos démocraties ont à faire avec cette abstention dont se saisissent de plus en plus de citoyens, non pas seulement par indifférence, mais aussi par politisation, c'est-à-dire par souci d'exprimer au travers de l'abstention une protestation. Donc l'abstention peut être aussi considérée comme une forme de vigilance démocratique. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, sur l'abstention, on peut dire qu'on en a déjà mesuré peut-être l'impact. Est-ce que pour la présidentielle, qui reste quand même une élection qui suscite le plus de mobilisation, l'élection présidentielle, même si au fil du temps, on voit bien, et notamment dans les jeunes générations, on voit bien aussi que l'abstention l'affecte et la touche. C'est une question qui mérite d'être tout à fait posée, soulevée. On verra, on ne peut pas aujourd'hui prédire les choses. Et puis enfin, en termes de réponse électorale, c'est-à-dire de choix, est-ce que cette peur, est-ce que toutes ces émotions qui ont saisi les populations dans leur fonctionnement, je dirais, les plus intimes,
au cœur de leur vie privée, au cœur aussi d'un sentiment de vulnérabilité face à un virus potentiellement mortel et dont on ne savait pas grand-chose. Quelle incidence est-ce que cela va avoir? Est-ce que du coup ça va renforcer une tendance sur le repli au sein de la sphère privée, le repli individuel? Est-ce que ça va au contraire renforcer un besoin de s'exprimer, de protester, voire d'exprimer même de s'exprimer au travers de certaines formes de radicalité? Oui, que va-t-on faire de cette peur? On sait que la peur peut aussi engendrer de la colère. Que va-t-on faire? Qu'est-ce que le citoyen privé, le citoyen intime va faire de ces émotions qui ont été ressenties, qui ont été engrammées dans son expérience quotidienne sur un temps assez long au travers de tous ces confinements successifs? Oui, en tout cas, la question mérite d'être posée si on n'a pas encore de réponse. Mais pour ne pas rester sur une note seulement négative, je dirais aussi que cette expérience de la pandémie, dont nous ne sommes pas du tout sortis, si je vous entends bien, cette expérience de la pandémie, elle a été aussi l'occasion d'une prise de conscience aussi d'une appartenance, si ce n'est d'une appartenance, en tout cas d'une mobilisation collective face à un fléau, face à un danger qu'il fallait contrecarrer. Alors, cette prise de conscience collective, elle a été l'occasion d'abord de rappeler que, voilà, on peut avoir des destinées qui dépassent le seul horizon simplement de sa vie personnelle et privée, qui dépassent le seul cadre de la nation, du pays, et qui s'élargit à une expérience planétaire. Ça aussi, l'échelle à laquelle a été vécue cette pandémie a sans doute déposé dans les consciences collectives des traces qui peuvent changer notre façon d'appréhender le politique. Par ailleurs, donc la focale, je dirais cette focale planétaire, en tout cas pour les jeunes générations, peut-être pas forcément tous les segments de la population, mais en tout cas pour les jeunes générations, je pense que ça peut alimenter, renforcer une conscience en faveur d'enjeux effectivement planétaires et notamment avec cet enjeu premier qui est celui de l'environnement. Donc il peut y avoir aussi en termes de réponse électorale quelque chose en tout cas dans les jeunes générations qui se rallie plutôt à des causes écologiques ou environnementales. Et puis enfin, la pandémie et le ressenti, le vécu des populations, évidemment, a été très différent selon les conditions sociales, selon les territoires dans lesquels nous vivions, selon que l'on est homme ou femme, selon que l'on est parent, enfant, jeune ou plus vieux. Et on voit bien là qu'il y a toutes ces expériences différentes, des fractures sociales, générationnelles qui ont pu aussi s'exprimer, des inégalités sociales, territoriales qui ont été encore plus révélées par la pandémie, qui là aussi peuvent faire l'objet de prise de conscience, de choix, d'enjeux aussi, qui peuvent se réfracter dans la réponse électorale. Et puis je finirai sur ce rapport à la mort, à la maladie, qui aussi a sans doute introduit dans les consciences, rappelé dans les consciences la présence de la mort. Voilà, même je pense que nos sociétés ont beaucoup, et nos sociétés modernes ont beaucoup évincé l'idée de la mort, l'idée du tragique, même si elle était quand même toujours là. Mais c'est vrai que le décompte mortifère tous les soirs à la télévision du nombre de morts, la comparaison selon les pays, à l'échelle de la planète, de la façon dont la pandémie avait affecté les sociétés en termes non seulement de contamination, mais aussi de mortalité,
et surtout l'expérience tragique qui a pu marquer vraiment une rupture anthropologique dans la façon dont nos sociétés ont traité les morts, la mort et le deuil dans cette période, qui a marqué vraiment de ce point de vue-là une véritable rupture anthropologique. Ce ne sera pas non plus sans incidence. Alors là, encore une fois, au plan intime, sur notre rapport à la vie, aux autres et à la société qui nous entoure. Alors, comment cela peut-il se réfracter sur le politique? Ça, c'est la vraie question. Je n'ai pas forcément les réponses à cela, mais ce qui est sûr, c'est que ça va laisser des traces qui sera intéressant, évidemment, de les mesurer. Merci beaucoup, Anne. Donc là, on voit déjà autour de 3 ou 4 thèmes. Hein. On voit, merci Anne, et on voit maintenant autour de 4 ou 5 thèmes la manière dont la pandémie peut reconfigurer l'espace politique dans la perspective de la présidentielle. Mais auparavant, je voudrais passer la parole à Mathias Wargon sur cette affaire des enjeux et de la manière dont la santé, particulièrement bien sûr la santé publique, s'est invitée dans une présidentielle où d'habitude elle n'est pas très présente. Et là, on voit dans les différentes mesures d'enjeux pour la présidentielle, vous savez qu'il y a 2 manières de mesurer les enjeux. Est-ce que c'est un enjeu important pour vous ou important pour le pays, hein, enjeu égotropique, enjeu sociotropique, hein, on s'aperçoit que dans les 2 cas, et en tout cas pour égotropique, c'est incroyablement élevé, hein, ça n'a jamais été aussi élevé, mais même maintenant pour la collectivité nationale, l'enjeu est toujours à peu près dans le tiercé de tête. Et je vous laisse savoir, si vous voulez, le regard que l'acteur que vous êtes jette sur cette possibilité d'une présidentielle sous influence des enjeux de santé publique. Alors, auparavant, avant d'arriver au présidentiel, ça fait bientôt 2 ans qu'on a cette crise. Et on a vu que le politique, il s'était beaucoup mêlé de santé publique, d'épidémiaux, de santé publique, avec des enjeux qui n'avaient rien à voir avec cette santé publique et cette épidémiologie de cette maladie. On a vu notamment avec le cas Raoult, et on va reparler des parlements, mais avec le cas Raoult, on a vu qu'on a joué Paris contre Marseille, la province contre Paris, et que ça a eu des conséquences graves. Hein. Ça a encore des rebondissements. Aujourd'hui, il y avait à nouveau le renouvellement du professeur Raoult à la tête de l'IHU-Marseille, et on voit bien qu'il y a des implications qui sont politiques, et que le président de la République est aussi allé voir Raoult, et que à la fois, on s'est aperçu qu'il s'était saisi de ça pour des raisons purement politiques, pour rassurer la population, pour faussement rassurer la population. Et puis, on s'est aussi aperçu de leur très, très grande, et là, on est à Sciences Po, dont sont élus quand même beaucoup de nos politiques et beaucoup de nos fonctionnaires, de leur ignorance complète de ce qu'était la médecine, de comment elle se construisait, de ce qu'était un débat scientifique, et leur ignorance complète, hein, et qui est proche de celle de la population. Et ça a forcément un impact. Hein. C'est-à-dire qu'on écoutait un grand professeur. Or, en médecine, ça n'existe plus depuis des années. Ce qui est important, c'est ce que vous écrivez, c'est les articles que vous écrivez, c'est la méthodologie qui est employée. Or, ça n'est absolument pas passé. Que quand le professeur Raoult est passé au Sénat et au Parlement, il a refusé d'être auditionné en même temps que les autres, il n'a pas répondu aux questions. Et ça, c'est un vrai déficit démocratique. Un vrai déficit démocratique. Et donc, c'est une vraie problématique. Et donc, on arrive désormais au présidentiel et on a encore quelques mouvements qui jouent sur la mouvance anti-vax. Alors, pour parler des moins connus, enfin de ceux qui ont joué beaucoup là-dessus, il y a Philippot qui disparaît maintenant, mais on voit que Marine Le Pen, ce matin, je crois sur France Inter, a repris le flambeau, hein, avec la liberté vaccinale. On a eu des choses extrêmement surprenantes, hein, comme la France Insoumise, qui elle aussi a parlé de liberté individuelle, ce qui était quand même très surprenant pour un parti de gauche quand même. Hein. Le Parti communiste, lui, est resté
fidèle à la doxa, qui était la solidarité et la vaccination obligatoire, mais ça, c'était logique. Et LR et la REM n'ont pas été extrêmement clairs là-dessus, même si le pass sanitaire est une fausse obligation vaccinale. Et donc, on voit bien que tout ça, ça arrive au présidentiel. Et en plus, et là, on rentre dans le problème de santé publique, ça percute violemment les problèmes du système de santé qui préexistaient à la crise Covid. Finalement, la crise Covid, en tout cas la première partie, c'est-à-dire mars, avril, mai 2020, d'une certaine façon, et ça va probablement vous choquer, mais c'est la parenthèse enchantée du système de santé. C'est d'un seul coup, tout le monde retrouve du sens à ce qu'il fait. Bon, il faut dire, les vannes financières étaient ouvertes à fond, mais malgré les difficultés, malgré le manque de masques, malgré les manques des EPI, les équipements de protection individuelle, malgré tout ça, malgré la difficulté de s'organiser, et on l'a dit, vous l'avez dit, c'est un tiers de connaissances, un tiers de connaissances fausses et puis des informations contradictoires. Ça s'est fait dans chaque service. Moi, je ne jette pas la pierre au gouvernement, quel qu'il soit, parce que dans mon propre service, il y a une centaine de personnes, il a fallu s'organiser. On a fait des erreurs, on a parié sur des choses qui n'ont pas marché. On a eu aussi nos propres opposants anti-vax. Moi, par exemple, j'ai mis en place un WhatsApp dans le service qui permettait de communiquer 24/24 entre tout le monde, parce que ça changeait tellement souvent que les gens qui arrivaient d'équipe de nuit, parfois, il y avait eu des changements dans la journée, on n'avait pas eu le temps de les transmettre, et donc ça permettait de répondre aux questions. Moi, je répondais à ça quasiment 24 heures sur 24. J'ai été obligé de l'arrêter parce que une syndicaliste pour le coup, faisait des photos d'écran, et que ce que je racontais un jour était faux le lendemain. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Alors, je n'ai pas eu de procès, moi, mais c'est vrai que ça rend les choses compliquées. Et donc, cette parenthèse enchantée, malgré tout, où nous, on a retrouvé du sens, où on avait, moi, urgentiste, je n'avais que des patients graves à traiter, j'avais pas de problème, bizarrement, j'avais moins de problèmes pour trouver des lits d'aval, puisque tout le système de santé m'aidait à trouver des lits d'aval. C'est-à-dire, quand j'en avais pas dans mon hôpital, il y avait une cellule dans mon hôpital qui contactait une cellule régionale qui me trouvait des lits. Donc, finalement, on a eu moins de problèmes de lits qu'on en a habituellement. Avec un retour à la normale brutal en mai-juin 2020, avec les mêmes problèmes qu'auparavant. Et l'hôpital, ce n'est pas un lieu formidable où ce n'est pas le monde des bisounours où tout le monde s'aime. C'est un lieu où il y a des baronnies, où il y a des luttes. On parle souvent de l'administration à l'hôpital, mais les hospitaliers sont des carnassiers entre eux aussi. Et donc, on s'est retrouvé avec ces problèmes qui préexistaient. Et ces problèmes n'ayant pas disparu, la fatigue aidant, et puis on s'aperçoit qu'il y a une fuite des soignants à cause des problèmes qui préexistaient, mais il y a une fuite des soignants indépendante du système de santé. Il n'y a pas que les soignants, d'ailleurs. J'ai vu les professeurs maintenant, et maintenant, on s'aperçoit même que chez dans la magistrature, en fait, les gens, ça a été un choc psychologique, mais une épidémie, c'est une situation très anormale. Même si ce n'est pas la guerre, c'est quand même une situation extrêmement anormale. Et donc, maintenant, on se retrouve avec un hôpital et un système de santé dont les soignants ont fui. Et le Ségur, alors évidemment, on essaye de colmater les choses avec le Ségur, mais le Ségur, c'est quelque chose qui ne peut pas résoudre des problèmes qui préexistent depuis 20 à 30 ans. Et donc, évidemment que ça va avoir un impact dans la campagne, d'autant plus si on n'arrive pas à faire face à l'épidémie. Il faut se souvenir que dans la première vague, il y avait des régions qui n'étaient pas touchées, qui nous ont envoyé des soignants, qu'il y avait des volontaires qui sont venus, des retraités qui sont venus, et que à la deuxième vague, on n'avait plus ces gens-là, qu'on a perdu des vies par des gens qu'on n'a pas soignés, des cancers qui n'ont pas été pris en charge, par exemple, ou pas tout de suite. C'était très compliqué. Et qu'à partir de la deuxième vague, on a essayé de gérer tout ça. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées dans un hôpital de gérer du Covid. Pour des questions techniques, le Covid, c'est vraiment pas une maladie difficile à traiter, ou à pas traiter pour le coup, mais c'est de l'oxygène, un peu de corticoïdes et roule. Soit ça passe moins bien.
Et dans ces cas-là, ça va en réanimation, mais le traitement de fond, c'est un peu la même chose. Mais par contre, ça nécessite des moyens qu'on n'a pas. Et ça nécessite des lits qu'on n'a pas. Alors, il ne faut pas tomber dans la caricature de « on n'a plus de lits ». Les lits de réanimation, par exemple, en temps normal, suffisent, à part dans certains pics, ils suffisent à l'activité. Quand on regarde l'activité des lits de réanimation, moi, j'ai jamais de problème, enfin, très rarement des problèmes pour trouver un lit de réanimation. Si ce n'est pas dans mon hôpital, ça sera dans l'hôpital d'à côté. Là, pendant cette crise, on a évidemment tout transformé en réanimation. On a des problèmes de lit d'aval. Ces problèmes se sont acutisés à cause du Covid parce qu'on a des ailes Covid, des ailes non Covid, qu'on a des chambres d'isolement. Enfin, d'isolement, non. Ce n'est pas des chambres d'isolement, ça c'est pour la psychiatrie. On a des chambres isolées et tout ça réduit notre potentiel de lit. Avec des infirmières qu'on fuit, et on a parlé là des 20 000 lits fermés. Ce n'est pas des lits fermés. Les lits fermés, ça fait 30 ans qu'on ferme des lits. Ce n'est pas les lits fermés. Les lits c'est des lits qui sont indisponibles. Alors, un jour, c'est pourquoi on a du mal à les compter. C'est simple, hein. Moi, parfois, dans la même journée, il y a une période de la journée où je n'ai pas de lit dans mon propre service, c'est le service porte, UHCD, l'hospitalisation des urgences. Eh bien, il peut y avoir quelques heures où je ne peux pas accepter de patients dans ces lits parce que je n'ai pas le personnel. Et puis, sur l'équipe suivante, je vais avoir suffisamment de personnel, je vais pouvoir rouvrir mes lits. Mais si je sais que l'équipe d'après, j'ai à nouveau plus de personnel, je ne peux pas rouvrir ces lits. Donc on voit la difficulté d'avoir ces lits, et ça va évidemment être un impact dans la présidentielle. Si on ne peut pas hospitaliser les gens, ça va avoir un impact. Si les médecins, et on l'a vu de toute façon, on voit bien cette inquiétude des politiques avec, d'un seul coup, on vient de passer comment ça s'appelle ? Je ne sais pas un décret, ou je ne sais pas... Mais en tout cas, on a dit que les jeunes internes, enfin les vieux internes pour le coup, allaient s'installer dans les zones désertiques pendant 6 mois. Enfin, c'est le retour du service militaire. C'est une vraie question. Et qui va s'installer ? Et comment on va payer ces gens-là ? Comment on va estimer qu'une famille, parce que c'est des gens qui ont des familles, comment on va faire ? Parce que ça fait 2 domiciles. Il ne faut pas croire que la femme, le mari va déménager, les enfants. Et donc, on voit bien que le système... à force d'avoir essayé de faire des économies sur la santé, et moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne fallait pas faire d'économies, mais on est à l'os et ça ne marche pas. Et les solutions proposées, je suis désolé, mais elles sont minables. Les solutions proposées pendant les présidentielles, alors là, tout parti confondu, c'est quoi ? C'est plus de moyens. Oh, on va augmenter les infirmières. Ça ne marche pas. Vous ne vous levez pas le matin parce que vous gagnez plus d'argent, ou alors beaucoup plus d'argent. Mais 182 €, je ne suis pas infirmière, je ne connais pas l'impact, ni aide-soignante, mais ce n'est pas ça qui vous fait lever le matin. Ce qui vous fait partir de l'hôpital, par contre, c'est sa désorganisation, c'est sa difficulté à y travailler. Et donc ça va avoir un impact, clairement, sur les soignants, sur cette fuite de soignants. Et donc les solutions qui sont proposées, il y avait un dossier de l'Express là, cette semaine, donc ils ont interrogé plein d'hommes politiques ou de femmes politiques qui disent « Ah oui, il faut mettre plus de sous, il faut mieux payer les soignants ». De toute façon, on est en période présidentielle. Demain, on reste gratis, c'est bien connu. Mais on sait très bien que ça n'est pas possible. C'est demain, il faut rouvrir l'hôpital. On va mettre qui dedans ? On sait que l'hôpital reçoit déjà trop de monde et des gens qui n'ont rien à y faire. Et le coût de l'hôpital, quand vous avez une consultation à l'hôpital, le coût est beaucoup plus cher qu'en ville. Quand vous avez certaines activités qui sont à l'hôpital en CHU, parce qu'il y a des professeurs, on sait que ça n'a aucun intérêt ni pour la société ni pour le patient. Et qu'il y a des activités qui sont en ambulatoire, qui sont beaucoup plus faciles à faire. Et ça n'est pas abordé. En fait, une réforme de fond du système de santé, ça a été l'espoir quand il y a eu le Ségur, mais on ne réforme pas le système de santé en faisant ça en 3 semaines. Et actuellement, personne n'en parle. La seule idée, c'est on va remettre de l'argent. On ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas comment on fera. Moi, j'ai une phrase qui dit... pour les urgences, mais c'est valable pour le système de santé, qui dit que plus de monde dans le bordel, c'est du bordel avec plus de monde. Non, mais c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que d'un côté, on a des gens qui disent « il faut mettre plus d'argent », magique, et de l'autre côté, on a des gens qui disent « non, ce qu'il faut, c'est de l'efficience ». Ce qu'ils entendent par efficience, c'est comment faire pareil avec moins de gens et en coûtant moins cher. L'efficience, c'est pas ça. C'est comment faire au mieux avec le nombre de personnel adapté.
C'est pour ça, et donc ils ont dévoyé cette question de l'efficience. Et donc on voit bien, de toute façon, le seul candidat qui est urgentiste, encore un, il y a un candidat médecin, LR, le professeur Juvin, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Alors moi je le connais bien, ça fait 20 ans que je le connais, j'ai écrit un article avec lui sur l'accès aux urgences. On ne partage pas tout à fait les mêmes idées politiques, mais parfois on peut être d'accord. C'est le seul quand même à avoir dit « non, je ne veux pas diminuer le nombre de fonctionnaires ». C'est le seul, parce qu'il se rend bien compte du problème. Mais ça ne suffira pas. Et moi, je suis extrêmement déçu de ce qui est proposé. Et le gouvernement a fait du clientélisme. Si on reprend une histoire, alors il y a une guéguerre entre les rouges, les pompiers, et les blancs, les gens des SAMU, sur qui allait réguler et tout ça. Donc une guéguerre que les pompiers ont momentanément gagnée. Mais en réalité, cette guéguerre a percuté de plein fouet la réforme précédente d'Agnès Buzyn sur le service d'accès aux soins, le SAS. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En fait, il y avait cette histoire de numéro unique, mais derrière le numéro unique, il y a le SAS, c'est-à-dire vous téléphonez et on va vous orienter. Mais ça, plus personne n'en parle. Or, probablement qu'il va falloir aussi s'attaquer au consumérisme médical, puisqu'on ne paye pas les soins. Or, ça, évidemment, pendant une campagne électorale, on ne va pas en parler. Mais c'est un vrai problème aussi. Donc on est en train de mettre tous les problèmes sous le tapis, en espérant que ça ne va pas trop se voir, en espérant que le système tienne, en croisant vraiment les doigts et en serrant les fesses pour que le système tienne, et on verra la suite au mois de juin. Laurence Rossignol, relativement rapidement, avant qu'on parle des autres enjeux, est-ce que vous partagez ce système d'une très grande difficulté, au fond, à faire bouger le système de la santé publique de manière vertueuse, dans un contexte où le personnel de santé fuit? Est-ce qu'il y a une possibilité de la part du politique de véritablement réformer de manière un peu plus satisfaisante le système de santé publique? Ou est-ce que vous partagez le relatif pessimisme de Mathias Wargon? Alors, est-ce qu'il marche celui-ci? Peut-être, avant de répondre à votre question sur l'hôpital public, je voulais reprendre ce qui avait été dit précédemment par mon voisin de gauche immédiat sur la déception que vous aviez sur le rôle du Parlement pendant la crise sanitaire et le fait que vous observiez que le Parlement n'avait pas suffisamment exploité ses compétences en matière de contrôle. D'abord, pour dire une chose, d'abord le Parlement, on va dire le Sénat, parce que l'Assemblée nationale n'a pas beaucoup de velléité de contrôle de l'activité gouvernementale. Voilà, elle considère qu'elle est là pour gêner le moins possible l'action du gouvernement, quitte à renoncer à ses prérogatives les plus essentielles, voire même parfois à la séparation des pouvoirs. Mais juste deux remarques rapidement. La première, c'est qu'en ce qui concerne le Sénat, dès le 30 juin, on a mis en place une commission d'enquête, une mission d'information, une commission d'enquête, qui n'est pas du tout la même chose. On a mis en place une commission d'enquête. Ça veut dire qu'il faut venir témoigner, lever la main droite, dire je le jure. Bref, c'est très solennel comme mode d'investigation, dont l'objet était d'évaluer la préparation de la France à la veille de l'épidémie, la gestion de la crise sanitaire par sa politique administrative et les choix réalisés par la France. Donc, la commission d'enquête a produit un travail extrêmement sérieux. Ensuite, il y a eu une mission d'information pour anticiper les suites de la crise sanitaire. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que la question du contrôle du Parlement, elle a été l'objet du conflit entre le gouvernement et le Sénat, l'Assemblée nationale ayant joué son rôle d'auxiliaire du gouvernement dans cette affaire, dès le début et dès l'élaboration de la loi sur l'état d'urgence, puisqu'il y a eu une discussion pour savoir, il y avait deux sujets. Le premier, c'était est-ce que le Parlement peut demander au gouvernement les documents nécessaires à sa mission de contrôle, et le gouvernement a fait modifier cette disposition qui avait été adoptée au Sénat à l'Assemblée nationale pour transformer le Parlement demande par le gouvernement transmet, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout, on inverse totalement l'action,
c'est-à-dire qu'on prive le Parlement de sa capacité d'investigation. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu un débat important aussi sur le champ de contrôle prévu par la loi du Parlement. Est-ce que ce contrôle concernait uniquement les mesures, les dispositions de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ou est-ce que le contrôle était étendu aux dispositions prises par les ordonnances? Et dans les deux cas, le gouvernement a choisi, avec l'Assemblée nationale, le contrôle le plus restreint. Voilà, il a limité par la loi les possibilités de contrôle du Parlement. L'Assemblée nationale est quand même légèrement victime du syndrome de Stockholm, hein, quand même, dans l'affaire, puisqu'elle-même vote tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et pour les commissions d'enquête, on est désolé, on ne peut pas faire Benalla à chaque fois. Je sais que ça a beaucoup plu, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, parce que c'était rocambolesque, il y avait de l'action. Mais ça valait le coup, quand même. Ah, je suis bien d'accord. Cette fois-ci. Je suis bien d'accord que ça va. C'était mieux que Benalla. Non, mais on capte pas la même attention médiatique sur une commission d'enquête concernant les modes d'organisation et de préparation que celui sur les différents épisodes du feuilleton de l'affaire Benalla. On en est désolé. Si c'était un peu plus musclé, parce que c'est vrai que les auditions, on les a entendues un certain nombre. Celle de l'Assemblée était lamentable, on est d'accord, mais même celle du Sénat était vraiment petit bras, c'est petits joueurs. Voilà, si on veut faire parler, il faut que ça soit beaucoup plus, d'abord peut-être plus préparé, même si il y avait un degré de préparation supérieur. Il faut que ça soit vraiment vigoureux. On essaiera de faire mieux pour la mise en scène la prochaine fois. Non, mais c'est pas une question simplement de mise en scène. Mais si c'est une question de mise en scène, c'est une question d'accroche. C'est une question d'accroche médiatique, parce que les auditions, si vous les regardez bien, sont très sérieuses. Je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre de responsables. On laisse parler les gens, on les interrompt pas, on leur dit pas je vous pose une question, répondez. Enfin, je trouve que Raoult, c'était la caricature de ce point de vue. C'était intéressant ce qu'il disait, je veux dire. Mais voilà, je trouve que, mais vous n'êtes pas en cause bien sûr là-dessus, mais je trouve que c'était de ce point de vue-là un peu irrespectueux de la démocratie, parce qu'il y avait des questions qui se posaient, à aucun moment on les a posées vigoureusement aux personnes. Moi j'étais très déçu, j'attendais beaucoup, en plus j'avais en tête Philippe Benalla, puis je trouve que le Sénat est une institution dans le contexte actuel qui est absolument essentiel, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant. Et je trouve que les assemblées sont un peu trop polies, et ça se ressent après du côté des électeurs. Voilà. Mais ce n'est pas, encore une fois, une mise en cause. Je peux poursuivre ? Merci. Je voulais quand même, je vois que vous êtes assez ferme sur votre jugement, sur la manière dont les assemblées peuvent mener leur travail d'enquête. Je voulais simplement faire remarquer que ça me paraît un peu déséquilibré, pour ne pas dire totalement injuste, de faire peser sur les assemblées parlementaires les difficultés qu'elles ont à exercer leurs moyens de contrôle, dans la mesure où à la fois nos institutions ne sont pas extrêmement souples en matière de capacité de contrôle, et à la fois nous avons affaire à un gouvernement qui organise par la loi la restriction du champ du contrôle. Je pense que si on doit vraiment évaluer le pouvoir de contrôle du Parlement, il faut quand même toujours le ramener à la loi, la Constitution et les lois qui organisent son champ de contrôle. Bon, ceci dit, je tenais quand même à faire, c'est pas du corporatisme de ma part, mais je trouve que quand même la mise en cause du Parlement dans cette affaire-là me paraît un peu excessive. Pour répondre à votre question, j'y venais. Moi, j'écoute le bilan que dresse Mathias Wargon sur l'hôpital, qui est celui qu'on connaît. Je partage avec vous l'idée que, en fait, la crise sanitaire a fait, je vous ai dit une parenthèse enchantée, c'est bien, moi j'ai dit à différer, j'ai l'habitude de dire qu'elle a différé la cruauté, enfin la cruauté du constat de la crise à l'hôpital, et particulièrement d'une crise de désamour qui est absolument terrible. Voilà, qui vient, qui est depuis de longues années. Alors moi, je suis pas suffisamment, je connais pas suffisamment le sujet pour pouvoir dire, mais je sais qu'on dit toujours 30% de personnel administratif à l'hôpital, des médecins qui n'en peuvent plus, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a une conjonction de facteurs qui amène effectivement l'hôpital là où il en est. Je voulais vous dire
peut-être on parle beaucoup de l'hôpital, mais il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'hôpital et de sa capacité à l'avenir à tenir le rôle qu'il a tenu jusqu'à présent dans notre système de santé. Et puis il y a la question de la désertification médicale dans les zones périphériques, qui sont deux sujets. La désertification médicale, elle n'est pas dans. La désertification médicale, elle n'est pas dans les zones périphériques. C'est ça le truc. C'est qu'on en parle tout le temps comme ça. La désertification médicale, elle est partout. Sauf peut-être à Nice, mais bon. On va laisser Laurence non, mais juste terminer, et puis ensuite... Non, mais c'était juste ce petit truc. Je suis désolé, madame le ministre. Non, j'ai l'habitude du mansplaining, je sais comment ça marche. Oh. Ah bah, c'était tentant, je ne pouvais pas. Non, j'ai l'habitude de parler à des ministres, en fait. Une ministre. Bien. Cette petite parenthèse étant fermée, non, je plaisantais sur le mansplaining, mais je faisais remarquer à mon voisin, c'est incroyable ce que je dis suscite des interruptions de mes voisins. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur où sont les zones périphériques. Elles sont partout. Elles sont dans le rural, elles sont dans l'urbain, elles sont dans des villes moyennes, elles sont absolument partout. En fait, elles sont en dehors des villes dans lesquelles il y a des CHU, je dirais. Elles sont en dehors des métropoles régionales, voilà. Et encore. Mais c'est avec des niveaux quand même différents. Moi, je vis dans un département, je crois qu'il reste peut-être un pédopsychiatre en libéral. Peut-être un, voilà. Et on a des déserts en pédopsychiatrie, des déserts terribles. Voilà, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de recours. Et pour le décret que vous évoquez il y a un instant, sur les 6 mois en fin d'internat, je vous rassure, le gouvernement ne l'a pas pris, le décret. Ça fait dire que la loi a été votée il y a 2 ans, mais le décret n'est pas publié, donc c'est toujours pas mis en place, parce que je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui s'intéressent au fonctionnement des institutions, mais dans les difficultés qu'a le Parlement, il y a entre autres le fait que ce qu'il vote est suspendu au bon vouloir des gouvernements à prendre les mesures réglementaires qui sont inhérentes à un certain nombre de dispositions législatives. Donc il n'est pas rare que le Parlement vote des choses pour constater 18 mois ou 2 ans après que le gouvernement, qui n'était pas d'accord d'ailleurs au moment où on l'a voté, a résolu très bien le problème en ne publiant jamais le décret. C'est un petit sujet pour les amateurs de procédures parlementaires et de droit des institutions. Je pense que la question de la santé, j'avais réfléchi par rapport à la question qu'on avait posée sur la présidentielle en période de Covid. Je me suis plusieurs fois demandé si la gestion de la crise sanitaire allait être un sujet de l'élection présidentielle, que ce soit en termes positifs au bilan du gouvernement ou négatifs au bilan du gouvernement. En fait, ça a changé au fur et à mesure de la période des 2 ans qui viennent de s'écouler. Il y a des moments où le bilan était négatif et des moments où il était plutôt positif. Donc aujourd'hui, je dirais que je ne suis pas sûre que ça pèse beaucoup, voilà, en fin de compte, ni en pour ni en contre. En revanche, la question de l'accès aux soins et la question de la santé publique est potentiellement un des sujets majeurs de la présidentielle, mais parce que c'est un sujet qui renvoie quand même à la grande fracture qu'il y a dans ce pays et à celle des inégalités. Parce que même si on dit les zones périphériques sont partout, ce qui est factuellement vrai, en revanche, la capacité des uns et des autres à accéder aux soins n'est pas la même pour tout le monde, quel que soit l'endroit où vous habitez. Et on en est pour l'accès aux soins, que pour la même chose que pour trouver des stages pour nos enfants. Tout dépend de votre réseau, de votre carnet d'adresses, de combien vous connaissez de médecins et combien on peut donner de coups de téléphone. Et en fait, ce qui va être, à mon sens, l'un des sujets de la présidentielle, qui ne sera pas d'ailleurs forcément un sujet qui amènera les gens à voter, ça pourra peut-être être un sujet qui les amènera à ne pas voter, qui accroîtra leur distance à l'égard de l'élection, c'est celui de la césure dans notre pays entre ceux qui vivent bien dans le système et ceux qui considèrent qu'ils ont décroché économiquement, socialement et culturellement du système. Et c'est vrai que, pour juste, le président de la République représente très bien ceux qui trouvent en fait, qui sont les bénéficiaires, les heureux de la globalisation, et que pour le moment, les malheureux de la mondialisation ont surtout l'extrême droite pour les représenter
ou l'abstention pour ceux qui ne veulent pas aller à l'extrême droite. Et on dit toujours, l'élection présidentielle est une élection dans laquelle on retrouve un taux de participation assez stable, en fait, et les taux de participation des élections intermédiaires ne sont pas significatifs pour projeter sur l'élection présidentielle. À cet instant où nous parlons, je n'en suis pas si sûre pour la prochaine. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que nous retrouverons le taux habituel de participation à l'élection présidentielle. Comme je pense que ce qui se passe dans la jeunesse, et bon, Anne Muxel connaît ça, est une spécialiste des comportements électoraux de la jeunesse, mais ce qui se passe de la jeunesse n'est pas conjoncturel, à mon sens, dans le rapport aux élections. Et c'est peut-être pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les gilets jaunes et le point horizontal ou vertical. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on intègre l'idée que pour des générations comme beaucoup d'entre nous, où le vote était un devoir, je croise des gens quand je fais ma tournée des bureaux de vote, vous savez, Madame Rossignol, j'ai fait mon devoir, hein, j'en viens. C'était un devoir citoyen que les gens accomplissaient avec l'idée de quelque chose qui les reliait ce jour-là à l'appartenance à un collectif politique, à la nation. Et pour les jeunes, ce n'est plus du tout un devoir, ça c'est clair, mais surtout ce n'est plus la seule façon de s'exprimer. Voilà. Le vote est à côté d'une pétition sur change.org, un post Facebook, une grosse manifestation, un sit-in. Le vote est devenu, pour les générations d'aujourd'hui, un des moyens de se faire entendre, mais il n'est ni sacralisé, ni le seul. Et je pense qu'on ne ramènera, peut-être parce que vu l'heure qu'il est, je ne suis pas sûre de reparler, on ne ramènera cette génération aux urnes que, comme on ne ramènera les abstentionnistes type gilets jaunes aux urnes, que si on est capable de remettre l'exercice électoral dans une panoplie de modes d'expression et d'entendre les gens et de les mettre en situation de participation à l'exercice politique en dehors de l'exercice électoral. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, avant que l'on prenne des questions du public, c'est que Pierre-Henri et Anne, sur ces enjeux de mobilisation, donc de participation, vous nous donniez votre sentiment, et aussi en termes d'orientation des choix. Parce que ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, au fond, on voit bien comment il y a des tendances problématiques, hein, que tu décrivais, l'accentuation de la défiance avec la pandémie, le retrait civique, hein, ce que Laurence Rossignol vient de mentionner, qui préexiste, mais qui est accentué par la pandémie. Ce qui est important, l'impact de la peur, parce que la peur fait partie de ce qu'on pourrait appeler les passions tristes. Hein, et on sait très bien que les passions tristes, aujourd'hui, ont sur les comportements électoraux des impacts assez directs, et qu'il y a des partis, des forces politiques qui fonctionnent davantage à la peur que d'autres, hein, et qui donc peuvent être nourris. Nous tous, quand nous allons voter au deuxième tour de l'élection présidentielle, une fois pour Chirac et une fois pour Macron, je ne sais pas si c'est une passion triste, mais c'est un vote de peur. Oui, c'est un vote de peur. On vote tous par la peur. Voilà. Ce n'est pas simplement réservé aux exclus. Non. Mais on voit bien qu'il y a des forces politiques qui sont plus en phase avec les peurs que d'autres, et qui jouent davantage avec les peurs que d'autres. Et puis des tendances plus positives, la prise de conscience d'une mobilisation collective, c'est-à-dire l'enjeu de la solidarité, hein, qui semble en effet qui n'a pas du tout disparu, et la volonté de dépasser les fractures et les inégalités qui semblent s'accumuler, inégalités sociales, inégalités territoriales, inégalités culturelles. Et peut-être aussi, tu mentionnais tout à l'heure le sens du tragique. Ce qui est frappant quand on regarde la Ve République, c'est que les premiers présidents de la Ve, ce sont des hommes qui, du fait de leurs expériences, et en particulier de la confrontation à la guerre, ou à l'engagement en Algérie, jusqu'à Chirac, connaissaient la mort, connaissaient le tragique. Et on a en revanche l'impression qu'avec la séquence Sarkozy, Hollande, Macron, on rentre dans des hommes qui n'ont pas eu ce commerce, j'allais dire familier, avec le tragique, hein,
et que, d'une certaine manière, la pandémie a peut-être réintroduit ce tragique et que les Français jugent ou jugeront peut-être aussi davantage les hommes ou les femmes qui sollicitent leur suffrage à cette dimension qu'ont pu avoir les premiers présidents de la Ve. Peut-être Pierre-Henri et ensuite Anne. Sur la question de l'abstention, je pense qu'il faut peut-être, c'est toujours une bonne méthode en matière de démocratie, inverser le problème, c'est de se poser la question pourquoi les gens vont voter. Parce que quand on y réfléchit au fond, il est assez irrationnel de voter. C'est pas comme ça qu'on s'exprime. En stricte rationalité, notre voix pèse extrêmement peu. Et donc la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi les gens s'abstiennent, mais pourquoi ils vont voter. C'est ça la vraie question. Il est irrationnel. Un système démocratique, c'est le pouvoir du peuple. Quand on vote pour quelqu'un, on vote pour des élus, donc une élite, donc pour une aristocratie, donc pour une oligarchie. Donc il y a plein de contradictions dans le vote, et donc la question doit être inversée. Pourquoi les gens vont voter ? Et plus profondément, comment, dans l'histoire des démocraties, on a fait en sorte que le peuple se rallie à ce régime qui, malgré tout, le met à distance, de facto. Les démocraties représentatives sont des régimes qui mettent le peuple à distance. La démocratie libérale, par principe, c'est de dire pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. On divise le pouvoir pour éviter les abus de pouvoir et on met le peuple à distance en considérant que le peuple est très bon pour décider qui doit gouverner, mais certainement pas pour gouverner lui-même. C'est le principe. Et donc, il y a 3 méthodes en fait, qui ont été utilisées dans l'histoire des démocraties pour tenter de rallier le peuple au système démocratique. La première méthode est très efficace, un peu démodée, ça s'appelle le clientélisme, c'est on achète les voix. Donc ça marche très bien. Et d'ailleurs, ce qu'on constate en général dans les démocraties, notamment au Japon ou en Corée, c'est qu'à partir du moment où on commence à voter contre le clientélisme, l'abstention monte de manière considérable. Bon, on n'a plus le droit de le faire, ça avait ses vertus, mais voilà, c'est interdit désormais, c'est mal élevé. À côté du clientélisme, la deuxième méthode, c'est le système des partis, mais du parti du vrai, c'est-à-dire le parti toujours imité, jamais reproduit, le Parti communiste, dont le principe est extrêmement profond. Il s'agit de créer une société bis. Société bis, alors là, pour le coup, je partage tout à fait votre analyse, qui fait du lien. C'est on va voter parce que ça nous donne du lien, ça nous donne une vie, du berceau à la tombe, du matin au soir, tous les jours de l'année. On est avec les autres, on a une seconde vie. Le projet du Parti communiste était vraiment de faire en sorte que cette société bis devienne la société, comme d'ailleurs les syndicats, de faire en sorte que cette société bis devienne la vraie société à terme. Mais ils ont contribué à, disons, intégrer les classes populaires au système démocratique, même si c'était sur la base d'un malentendu, comme disent les bronzés. Sur la base d'un malentendu, ça peut marcher. Bon, ça a marché un certain temps. La grande difficulté, c'est que ces systèmes de partis, hormis le modèle, sont aujourd'hui dans une situation d'impasse totale. C'est-à-dire que ça dysfonctionne très largement. Il dysfonctionne pour des raisons multiples, et notamment parce que le progrès de l'individualisme fait qu'on ne croit pas à ces églises. En fait, les partis étaient des formes d'églises bis. Et donc, il y a une nouvelle forme qui s'est imposée, qui est devenue une forme très problématique. La dernière élection présidentielle a vu son avènement. Cette deuxième forme, c'est le mouvement. Un mouvement qu'on pouvait identifier aussi bien du côté de La République En Marche que du côté de la France Insoumise. Mouvement qui représente une sorte de machine à gagner des élections ou à les perdre pour la France Insoumise, mais avec un élan tout à fait considérable. Et sans simplement, le corrélat, c'est sans aucune idéologie. C'est en ce sens que ce sont des formes de populisme, mais au sens descriptif du terme, sans vision morale. Le populisme, c'est de la politique sans idéologie, c'est-à-dire des gestes de protestation, des gestes de colère, et on en a tous. Et il ne faut évidemment pas du tout opposer populisme et démocratie, ce serait très dangereux. Le populisme, ce n'est pas le fascisme. Le fascisme était antidémocratique. Le populisme est en vérité hyper démocratique. Il veut toujours plus de peuple et toujours plus de pouvoir, ce qui pose une sorte de situation totalement contradictoire. Donc nous sommes dans cette exploration de cette troisième méthode qu'on appelle le mouvement. Tous les partis qui n'ont de parti que le nom s'y mettent un peu, essayent de comprendre comment ça peut fonctionner, créer un élan
Un élan qui peut fonctionner dans une situation électorale, parce qu'il y a une logique de conquête très instrumentale, avec cette difficulté qu'entre deux élections, il faut occuper les militants. Et ça, on ne sait pas très bien faire. Donc la France insoumise part en vrille. La LRM n'arrive pas vraiment à maîtriser le paysage, mais bon, peut-être que ça va remarcher de nouveau. Mais cette idée de mouvement, c'est l'idée effectivement qu'il faut arriver à capter dans une logique de conquête électorale ce phénomène que nous avons de partis sans militants et de militants sans partis. Au fond, c'est cette difficulté. J'allais dire que là, nous sommes encore dans une phase exploratoire. Deuxième remarque, sur les clivages qui s'amorcent. Pour prendre le maximum de recul, nous vivons dans une société extrêmement complexe et une grande exigence pèse sur chacun d'entre nous. Il faut que nous ayons une vision du monde, une vision à peu près complète du monde. Et c'est très difficile parce que ce monde devant nous est assez largement illisible. Faute d'avoir cette vision du monde, des scénarios tout faits se présentent à nous qui sont très tentants, parce qu'ils nous donnent une vision du monde à moindre coût, et notamment à moindre travail. Alors le complot est une formidable vision du monde de ce type, parce que ça marche à tous les coups, ça explique tout. Moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot est puissant. Et si vous contestez, vous débattez avec des complotistes, des vrais, dans un premier temps, vous êtes des naïfs, et dans un deuxième temps, vous êtes des complices. Bon. Premier scénario. Après, il y a un deuxième scénario qui tend, et c'est un point sur lequel je suis assez inquiet pour la France, même si je trouve qu'il y a des éléments de solidarité très forts dans cette crise, c'est le scénario des guerres. Des guerres identifiant des gentils, en général nous, et des méchants. Et ces scénarios des guerres, qui sont des quasi-guerres civiles, tendent à se déployer comme des espèces de grilles de lecture qui permettent de tout expliquer. Alors, à gauche, vous avez un outil marketing formidable qui s'appelle la pensée décoloniale, c'est-à-dire vous avez 4 guerres pour le prix d'une. Vous avez, en quintessence, la guerre, la lutte des classes, alors c'est un petit peu démodé ça, mais il y en a encore un petit peu, la lutte des classes, la guerre des sexes, la guerre des générations et la guerre des races qui revient en force. Et donc vous avez l'unité, 4 guerres pour le prix d'une, pourquoi se refuser cette affaire, et donc je ne dis pas que toute la gauche est nourrie par la pensée décoloniale, mais toute la gauche doit se situer par rapport à cette thématique-là de vision exclusivement conflictuelle des rapports humains. Et même si les choses semblent aller mieux en apparence, en réalité, le conflit est encore plus puissant. Et donc, vous avez ici un élément, une idéologie très forte, porteuse effectivement d'une très grande conflictualité, d'une série de guerres civiles. À droite, le scénario, c'est la guerre des civilisations qui se présente, dont Zemmour peut apparaître comme étant le vrai interprète, ou Marine Le Pen, mais qui considère que voilà, il y a une guerre qui structure tout, le grand remplacement, et cette guerre fonctionne. Et donc, nous avons là 5 scénarios de guerre qui montent en puissance dans notre espace public, en oubliant parfois que le but de la politique, c'est précisément d'éviter la guerre civile. C'est-à-dire que c'est quand même de faire en sorte que nous ayons de la vie commune. Et donc, moi, je suis très effrayé par le fait que les scénarios de ces guerres montent en puissance. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est comme pour le complot. La phrase de Woody Allen est très juste, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des éléments de conflictualité. Il ne faut pas avoir une vision bisounours des choses en disant il n'y a pas de problème, il n'y a pas de domination, il n'y a pas entre les sexes, il n'y a pas de choses. Non, il y a des conflits. Mais de là à vouloir appliquer cela comme des espèces de grilles de lecture universelles, comme des éléments qui expliquent la totalité de la réalité, là, il y a un pas qu'on est parfois en train de franchir. Et face à ça, en effet, insister, sans nier les conflictualités, sur ce que Anne Muxel a très bien exprimé, c'est l'idée que nous venons de vivre une épreuve commune, une expérience partagée. Nous venons relativement, tant bien que mal, de la surmonter, même si ce n'est pas fini. Il y a eu des éléments de solidarité tout à fait formidables. Il y a une solidarité intergénérationnelle qui s'est exprimée, qui est très forte. Il y a une attention. Il y a aussi des aides de l'État. N'oublions pas, la collectivité a été solidaire d'un certain nombre de personnes, et ça a objectivement sauvé des vies. Quand on discute avec un certain nombre d'interlocuteurs en France, on s'aperçoit que les aides de l'État ont vraiment sauvé un certain nombre d'entreprises. Et ça ne s'exprime pas forcément sous la forme d'une gratitude, mais quand même de « ouf, on a eu chaud, c'est pas passé loin ».
Et cet élément-là n'est pas, je crois, à prendre à la légère. Ça ne s'exprime pas forcément dans l'espace public parce qu'il est toujours plus vendeur de râler et de dire que tout va mal, mais cette dimension est malgré tout présente. Donc nous sommes en fait en face à des forces de division assez importantes, voilà, et puis des forces qui visent à essayer de réunifier ces choses, à essayer de plaider pour la vie commune. Et je trouve que ça sera un des grands défis de cette présidentielle, que d'identifier quelles seront les forces qui vont l'emporter. Les forces de guerre civile, ça finit jamais très bien. Anne ? Oui, juste un chiffre par rapport à cette vision conflictuelle, cette anticipation d'un futur qui serait celui d'une guerre ou de guerres. Je viens de finir une enquête ça s'appelle l'Observatoire de la génération Z, justement sur les 16-18 ans, 3000 jeunes de 16-18 ans, représentatifs des jeunes français. Et 56% d'entre eux considèrent qu'il peut y avoir une guerre civile, 26% d'entre eux pensent qu'il peut y avoir une guerre mondiale. Donc effectivement, ça fait quand même partie du paysage. Et on a aussi des chiffres assez élevés dans l'ensemble de la population. Donc oui, c'est en toile de fond. Il y a quand même une inquiétude qui vient se surajouter, en tout cas à l'inquiétude de la pandémie. Mais pour aller vite et surtout laisser du temps à quelques questions dans la salle, et pour ne pas rebondir sur ce qui a été dit, et évidemment avec lequel je suis d'accord, je dirais que si on met à part le positionnement d'Emmanuel Macron dans cette élection et la possibilité qu'il a ou pas de reconduire un nouveau mandat, à part la façon dont effectivement le challenge sera pour lui sans doute placé vraiment sur la droite, avec la droite, puisqu'il y a un candidat unique qui va se dessiner, et donc il y a un rapport de force. Je dirais que me semble-t-il, les trois éléments à prendre en compte dans les résultats de cette élection, ce sera la part des votes de protestation, cette fois-ci, parce que je rappelle que pour le scrutin 2017, 41% des Français, 51% des jeunes ont voté pour des forces de protestation à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Donc cette fois-ci, est-ce que, suite à cette crise, suite au mouvement des Gilets jaunes, est-ce que l'on va avoir encore plus de votes qui vont s'exprimer sur des forces protestataires, et donc porteurs donc, de cette colère, de cette peur dont on a parlé tout à l'heure? Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous incluez dans les protestataires? Je mets quand même tout ce qu'il y a à l'extrême droite, Rassemblement national. Bon, là, on voit bien qu'il y a Zemmour aussi qui apparaît. Donc, si on fait des cumuls de voix, ça fait beaucoup. Et puis, toute l'extrême gauche, on va dire, la gauche du Parti socialiste. Comment ? Oui, France Insoumise, bien sûr. Alors, autre indicateur en termes de vote, la part du vote écolo. Cette fois-ci, est-ce que en 2022, le vote écologiste va être plus important, percé? Je considère, en tout cas je fais l'hypothèse que la question environnementale, dont on sait aujourd'hui que c'est une des premières préoccupations, parler d'enjeux de préoccupation, mais quand on pose la question aux Français, et particulièrement dans les jeunes générations, l'environnement vient en premier, avant même la question du chômage qui, pendant très longtemps, en tout cas chez les jeunes, arrivait toujours en premier. Et il est clair que cette crise sanitaire, avec ce virus qui vient du vivant, d'une certaine façon, et qui ranime, d'une certaine façon, cette prise de conscience de où vont nos... Qu'est-ce que je fais? Vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez? Bon. Oui, je pense que la pandémie a sûrement suscité un regain d'intérêt pour les forces écologiques, pour les questions environnementales, et donc ça peut se traduire aussi dans les résultats électoraux, on le verra.
Et puis enfin, troisième élément, on en a déjà parlé, c'est la part de l'abstention. Est-ce qu'effectivement on va la voir encore s'accroître ou pas? Et si elle s'accroît, eh bien, ce sera à la fois le signe de la persistance vraiment maintenant assez problématique de cette crise de la représentation politique dont on n'arrive pas à sortir, et probablement d'une mutation profonde de nos démocraties en termes d'usage des citoyens qui peuvent s'exprimer. Mais ça peut être aussi les traces laissées effectivement par la pandémie, avec ce repli peut-être sur la sphère privée, voilà, suscité par cette distanciation intime et sociale qui peut se réfracter effectivement sur une distanciation du politique, à l'égard du politique. Merci beaucoup. Il y a la place pour 2 questions brèves et pas de réponse. Une réponse extrêmement brève. Oui, ici, au premier rang. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos avis sur toutes ces questions et sur la profondeur aussi qui a été prise dans l'angle de la conférence. Je commence par des remerciements parce que ma question porte sur un aspect qui n'a pas été abordé, mais donc c'est pas pour dire que... merci pour vos contributions, mais du coup ma question ce serait, pensez-vous que cet enjeu de santé publique puisse aussi apparaître pendant les élections d'un point de vue international, puisque donc on a beaucoup parlé d'inégalité et d'enjeux planétaires. Pour ne citer que 2 exemples, c'est l'accès égalitaire aux vaccins dans tous les pays du monde, et aussi l'engagement de la France et des États développés dans leur aide publique au développement à soutenir le renforcement des systèmes de santé dans les pays donc en développement et anciennement colonisés, en fonction de la grille de lecture qui est adoptée. Merci. Qui veut une réponse brève? Moi, je trouve que alors, c'est très intéressant. Hein. L'épidémie, elle est mondiale. Elle vient de la Chine, même si on ne sait pas trop comment. Mais moi, je dirais que cette histoire de vaccin qui pourrait être un enjeu, notamment à gauche, on pourrait en entendre parler, en fait, ça a été repris uniquement par les anti-vax pour expliquer qu'il ne fallait pas vacciner en France et qu'il fallait vacciner à l'étranger. Il y a eu des transferts de vaccins, mais transférer des vaccins comme le Pfizer dans des systèmes qui sont déliquescents, c'est très compliqué, hein, c'est des vaccins difficiles à transporter. Et donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas du tout ça apparaître dans le débat, sinon comme caution aux anti-vax. Une dernière question. Madame, à gauche. Voilà. Oui, merci pour vos interventions. Il n'a pas été beaucoup question du rôle des collectivités territoriales et notamment des maires pendant cette crise sanitaire. Pensez-vous que la question de la décentralisation puisse être un enjeu dans cette campagne présidentielle? Laurence Rossignol. Merci. Alors, c'est vrai, on n'en a pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais c'est un des niveaux d'exercice de la puissance publique dans la crise sanitaire. C'est-à-dire que les maires, il y a eu quand même toute une période de flottement sur, vous vous rappelez l'époque, pas de masque, pas de test, bon, il n'y avait rien. Les maires ont mis en place très vite des mesures, des centres de distribution des masques, des centres de dépistage, enfin bref. Les collectivités territoriales ont été extrêmement actives. D'ailleurs, elles en sortent en disant qu'elles ne sont pas reconnues à la hauteur du rôle qu'elles ont joué dans la crise sanitaire. Et pour autant, est-ce que la question de l'articulation entre pouvoir central et décentralisation sera un enjeu? Je ne crois pas. Voilà, parce que c'est des enjeux qui viennent plutôt dans les élections locales. Et peut-être il y a juste une chose qui n'était pas dans la question, qui n'était pas une question, mais que je voulais ajouter peut-être sur comment la crise sanitaire, la question de l'hôpital public que vous avez posée tout à l'heure,
peut être un sujet de la présidentielle. On est devenu modeste en termes de pronostic. Maintenant, on dit peut être un enjeu de la présidentielle, parce qu'il montre aussi autre chose, c'est quelles sont les professions qui se sentent les plus marginalisées, maltraitées, mal payées, sous-payées, qui sont les professions des femmes. Prenez les sages-femmes, prenez les aides-soignantes, vous prenez les aides à domicile. Toutes ces professions-là, qui sont des professions qui participent globalement à la santé et à la prise en charge des soins, sont les professions qui se considèrent aussi aujourd'hui comme étant les professions les moins rémunérées. Et donc, la question de la santé arrive aussi par la question sociale, celle du salaire et de la manière dont on vit ou non dignement de son travail. Merci beaucoup. Il me reste vraiment à vous remercier très chaleureusement. Si vous voulez, Anne Muxel a quelques ouvrages, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, avec une signature. Je vous le recommande. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine, en décembre, conférence qui sera consacrée aux enjeux internationaux.